Si tu n'as pas encore vu la partie 1 de cette série sur la manipulation, je te conseille d'aller la voir avant de commencer cette vidéo. Car dans cette partie 2, on va aller encore plus loin avec les techniques de manipulation les plus subtiles et les plus vicieuses. C'est une dinguerie! Si tu as vu la première partie, tu connais déjà les techniques de manipulation les plus connues. Mais franchement, on a juste gratté la surface. Il existe des dizaines d'autres méthodes que les manipulateurs utilisent tous les jours, souvent de manière tellement subtile que tu ne t'en rends même pas compte. Certaines de ces techniques sont utilisées en marketing, en politique, dans les négociations commerciales. D'autres sont plus spécifiques aux relations personnelles toxiques. Mais tout exploite des biais cognitifs, des failles dans notre manière de penser. Et si les biais cognitifs ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo entière sur chaque biais cognitif expliqué. Encore une fois, je ne te donne pas ces infos pour que tu les utilises sur les autres. C'est pour que tu puisses les reconnaître quand quelqu'un les utilise sur toi. Parce qu'une fois que tu sais comment ça marche, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler. Aujourd'hui, on va voir l'ancrage, l'effet de halo, la technique du faux prétexte, la manipulation par la culpabilité, le salami slicing, la dissonance cognitive, le strawman et quelques autres. Prépare-toi, parce que tu vas les reconnaître partout après ça. Allez, c'est parti. 1. L'ancrage. L'ancrage, c'est une technique hyper puissante utilisée principalement dans les négociations et le marketing. Le principe est simple. Tu influences la perception d'une valeur en donnant d'abord un point de référence, une encre. Et ensuite, toutes les décisions se font par rapport à cette encre. Exemple classique, tu vas acheter un costume. Le vendeur te montre d'abord un costume à 1500 €, tu trouves ça hors de prix. Puis il te montre un costume à 600 €. Soudain, 600 € te semble raisonnable, presque une bonne affaire, alors que c'est toujours cher. Mais ton cerveau a ancré la valeur à 1500, donc tout ce qui est en dessous te semble acceptable. Les restaurants utilisent aussi cette technique. Ils mettent un plat ultra cher sur la carte, genre 120 € pour un homard. Personne ne le commande vraiment. Mais psychologiquement, ça fait que les plats à 40 ou 50 € semblent abordables en comparaison. En négociation salariale, celui qui donne le premier chiffre crée l'encre. Si tu demandes un salaire de 50 000 €, toute la négociation va tourner autour de ce chiffre. Si ton futur employeur propose 35 000 € en premier, c'est autour de ça que la discussion va se faire. C'est pour ça que les conseillers en recrutement disent toujours de ne jamais donner le premier chiffre. Dans les relations personnelles, les manipulateurs utilisent aussi l'ancrage. Ils commencent par des demandes énormes, inacceptables. Tu refuses, évidemment. Puis ils reformulent avec quelque chose de moins extrême, et tu as l'impression de faire une concession raisonnable, alors qu'en vrai, tu acceptes quelque chose que tu aurais refusé si ça avait été présenté directement. La protection contre l'ancrage, c'est de faire tes propres recherches avant. Savoir combien vaut vraiment ce que tu achètes ou ce que tu négocies. Et ignorer consciemment le premier chiffre donné pour repartir sur une base objective. 2. L'effet de halo. L'effet de halo, c'est quand une caractéristique positive d'une personne influence ta perception globale de cette personne. Si quelqu'un est beau, tu vas automatiquement lui attribuer d'autres qualités positives. Intelligent, gentil, compétent, honnête. Même si tu n'as aucune preuve de tout ça. C'est un biais cognitif automatique. Les études montrent que les gens beaux sont jugés moins sévèrement par les tribunaux, sont mieux payés à compétences égales et sont perçus comme plus crédibles. C'est injuste, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Les manipulateurs exploitent cet effet à fond. Ils soignent leur apparence, leur charisme, leur première impression. Ils créent un halo positif autour d'eux. Et une fois que ce halo est établi, tu leur accordes le bénéfice du doute sur tout le reste. C'est aussi pour ça que les escrocs sont souvent des gens charismatiques, bien habillés, qui parlent bien. Ils créent l'effet de halo pour que tu baisses ta garde. Les marques utilisent aussi cet effet.
Si une marque est connue pour un produit de qualité, tu vas automatiquement penser que tous leurs autres produits sont de qualité aussi, même si ce n'est pas le cas. Dans les relations, l'effet de halo peut te faire rester avec quelqu'un de toxique. Oui, il me traite mal, mais regarde comme il est brillant, comme il a du succès. Tu pardonnes les comportements inacceptables parce qu'il y a ce halo de réussite ou de charme autour de lui. La protection, c'est d'évaluer les gens et les choses sur leurs mérites spécifiques. Séparer les différentes qualités. Quelqu'un peut être intelligent et méchant, beau et manipulateur, riche et malhonnête. Ne laisse pas une qualité positive masquer les défauts. 3. La technique du faux prétexte. Dans cette technique, il s'agit de créer un faux scénario pour obtenir des informations ou manipuler quelqu'un. Le manipulateur invente une histoire, un prétexte, pour justifier sa demande ou son comportement. Il crée un contexte qui rend sa demande légitime alors qu'elle ne l'est pas. Exemple classique. Quelqu'un t'appelle en se faisant passer pour ta banque. Bonjour, nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte. Pouvez-vous confirmer vos informations ? Le prétexte, c'est la sécurité de ton compte. En réalité, c'est une arnaque pour obtenir tes données. Dans les relations personnelles, ça peut être plus subtil. Ton partenaire invente une urgence pour te faire culpabiliser ou pour justifier un comportement inacceptable. Je suis arrivé en retard parce que j'ai dû aider un collègue qui avait une crise. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais le prétexte rend difficile de remettre en question. Les manipulateurs utilisent aussi cette technique pour fouiller dans ta vie. Oh, j'ai vu ton ex hier, il m'a parlé de toi. Le prétexte, c'est de partager une information. En vrai, c'est pour voir ta réaction, obtenir des détails, te tester. Au boulot, un collègue peut inventer un prétexte pour récupérer ton travail. Le patron m'a demandé de vérifier ton rapport, tu peux me l'envoyer ? Puis il se l'approprie. La protection, c'est de vérifier les informations. Si quelqu'un prétend parler au nom de quelqu'un d'autre, vérifie directement auprès de cette personne. Ne prends jamais les prétextes pour argent comptant. Pose des questions, demande des preuves. 4. La manipulation par la culpabilité. La culpabilité, c'est une arme de manipulation massive, et certains sont des experts pour l'utiliser. Le principe, c'est de te faire sentir coupable pour que tu fasses ce que le manipulateur veut. Il retourne la situation pour que tu te sentes responsable de ses émotions, de ses problèmes, de son bonheur. Les phrases classiques « si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça » ou bien « tu es la seule personne sur qui je peux compter, ne me déçois pas » ou encore « je pensais que tu étais différent des autres ». Les parents toxiques adorent cette technique. Ils disent par exemple « j'ai tout sacrifié pour toi et voilà comment tu me remercies ?» Ils transforment leur rôle parental, qui est une responsabilité qu'ils ont choisie, en dette que tu dois rembourser toute ta vie. Les partenaires manipulateurs aussi. Ils te font sentir coupable de leurs émotions négatives. Si tu pars, je vais m'effondrer. Tu me rends triste quand tu sors avec tes amis. C'est de ta faute si je suis en colère, tu m'as provoqué. Au travail, ça peut être « si tu ne restes pas tard, toute l'équipe va devoir compenser. Tu vas vraiment prendre tes vacances maintenant alors qu'on est dans le rush ?» La culpabilité malsaine, c'est quand on te rend responsable de choses qui ne sont pas de ta responsabilité. Les émotions des autres, leurs choix, leurs problèmes. Oui, tes actions peuvent affecter les autres, mais leurs réactions sont leur responsabilité, pas la tienne. La vraie culpabilité, c'est quand tu as fait quelque chose de mal objectivement. Genre, tu as menti, tu as trahi, tu as blessé quelqu'un volontairement. Là, la culpabilité est normale, elle est saine, elle te pousse à réparer ta faute. Mais la manipulation par la culpabilité, c'est te faire sentir coupable de choses normales, de dire non, d'avoir des limites, de prendre soin de toi, de ne pas être disponible 24 heures sur 24. La protection, c'est d'apprendre à distinguer la vraie culpabilité de la fausse, et de te rappeler que tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu peux être empathique sans te sacrifier.
5. Le salami slicing. Accroche-toi parce que maintenant ça commence à devenir vraiment intéressant. Le salami slicing, ou en français découper du salami, c'est une technique où il s'agit de découper tes limites en tranches tellement fines que tu ne remarques pas qu'on les franchit. Imagine que tu as une limite claire. Par exemple, je ne veux pas que tu regardes mon téléphone. Le manipulateur ne va pas te demander directement de regarder ton téléphone. Il va procéder par petites étapes. D'abord, ton téléphone a sonné, c'est qui? Puis, je peux juste vérifier l'heure sur ton téléphone? Puis, tu peux me montrer cette photo que tu as prise? Et progressivement, il normalise l'accès à ton téléphone jusqu'à ce que ça devienne naturel pour lui de le prendre et de fouiller dedans. C'est utilisé en politique aussi. Au lieu de voter une loi impopulaire d'un coup, on vote plusieurs petites lois qui, mises bout à bout, donnent le même résultat. Mais comme c'est progressif, les gens ne se révoltent pas. Dans les relations toxiques, c'est l'érosion progressive de ton autonomie. D'abord, tu peux me dire où tu vas? Puis, tu peux rentrer un peu plus tôt? Puis, pourquoi tu as besoin de sortir sans moi? Et petit à petit, tu te retrouves isolé sans avoir vraiment vu comment c'est arrivé. La protection, c'est de rester vigilant sur tes limites. Si tu as dit non à quelque chose, reste ferme même face aux demandes qui semblent plus petites. Parce que souvent, ce sont des tests pour voir jusqu'où tu peux être poussé. 6. L'exploitation de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort mental que tu ressens quand tu as deux croyances contradictoires, ou quand ton comportement ne correspond pas à tes valeurs. Les manipulateurs exploitent cette dissonance pour te contrôler. Ils te poussent à faire de petites choses qui vont à l'encontre de tes valeurs. Et une fois que tu les as faites, ton cerveau doit justifier pourquoi tu les as faites. Laisse-moi te donner un exemple. Si tu penses que tu es une bonne personne, mais que tu fais quelque chose de mal, ton cerveau a deux options. Soit tu admets que tu as fait quelque chose de mal, ce qui crée de la honte. Soit tu changes ta perception de l'action pour qu'elle ne soit plus mauvaise. Les sectes utilisent cette technique massivement. Elles te font faire de petites choses contraires à tes valeurs, comme mentir à ta famille, donner de l'argent, couper des relations. Et progressivement, pour réduire la dissonance, tu changes tes valeurs pour qu'elles correspondent à tes actions. Je ne suis pas quelqu'un qui ment à sa famille, mais je leur ai menti sur où je passe mon temps. Donc soit je suis une mauvaise personne, soit c'était justifié de mentir parce que ma famille ne comprendrait pas cette cause importante. Dans les relations abusives, pareil. Je ne suis pas quelqu'un qui tolère d'être traité comme ça, mais je reste. Donc soit je suis faible, soit il n'est pas vraiment si méchant. J'exagère probablement. Et plus tu investis dans une relation, un projet ou une croyance, plus il devient difficile d'admettre que tu as eu tort. On appelle ça en anglais le sunk cost fallacy. Tu as déjà mis tellement de temps, d'argent, d'énergie que ton cerveau refuse d'accepter que c'était une erreur. La protection, c'est d'être honnête avec toi-même sur tes compromis. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Sinon, pourquoi je continue? 7. Le strawman ou l'homme de paille. Le strawman, c'est déformer l'argument de quelqu'un pour le rendre plus facile à attaquer. Au lieu de répondre à ce que tu as vraiment dit, le manipulateur crée une version exagérée ou déformée de ton argument, puis attaque cette version. Exemple. Tu dis « Je pense que tu passes trop de temps au travail, on ne se voit presque plus. » Le manipulateur répond « Ah, donc tu veux que je quitte mon travail et qu'on vive dans la rue? C'est ça que tu veux? » Évidemment, tu n'as jamais dit ça. Mais maintenant, tu dois te défendre contre un argument absurde que tu n'as jamais avancé. Et pendant ce temps, ton argument réel n'est pas adressé.
En politique, on trouve ça partout. Il veut plus de régulation environnementale. Réponse: ah, donc il veut détruire l'économie et mettre tout le monde au chômage? Personne n'a dit ça, mais maintenant le débat porte sur cette version déformée. Dans les disputes de couple, c'est hyper courant. Tu n'as pas fait la vaisselle comme tu avais dit. Réponse: donc je ne fais jamais rien dans cette maison, c'est ça? Je suis un bon à rien selon toi? C'est une technique de détournement. Le manipulateur refuse de s'engager avec ton argument réel parce qu'il n'a pas de bonne réponse. Donc il en crée un faux qu'il peut démolir facilement. La protection, c'est de recadrer immédiatement. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est... et revenir à ton point initial sans te laisser embarquer dans la défense d'un argument que tu n'as jamais tenu. 8. Le whataboutism. Le whataboutism, c'est répondre à une critique en pointant l'hypocrisie de l'accusateur au lieu d'adresser la critique elle-même. Par exemple, tu dis à ton conjoint ou à ton partenaire « Tu as menti sur où tu étais hier soir ». Sa réponse: « Et toi, tu as menti la semaine dernière sur tes dépenses ». Ça détourne complètement la conversation. Au lieu de parler du mensonge d'hier soir, vous êtes maintenant en train de parler de tes dépenses de la semaine dernière. Le problème initial n'est jamais résolu. C'est massivement utilisé en politique. Votre gouvernement a augmenté les impôts. Réponse: et vous, quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait pire? Ça n'adresse pas le problème actuel, mais ça met l'accusateur sur la défensive. Dans les relations, c'est une manière d'éviter la responsabilité. Au lieu d'admettre ses torts ou d'en discuter, le manipulateur retourne l'accusation. Et vous finissez par vous disputer sur qui a fait pire, plutôt que de résoudre le problème actuel. Oui, peut-être que tu n'es pas parfait non plus, mais ça ne rend pas son comportement acceptable. Deux torts ne font pas un bien. La protection, c'est de ne pas mordre à l'hameçon. On peut parler de mes erreurs après, mais là, on parle de ce qui s'est passé hier. Restons sur ce sujet. 9. La triangulation. La triangulation, c'est impliquer une tierce personne dans une relation ou un conflit pour manipuler la situation. Au lieu de te parler directement, le manipulateur passe par quelqu'un d'autre. Il crée une dynamique à trois où tu es toujours déséquilibré. En couple, un partenaire manipulateur va comparer. Ma mère pense que tu es paresseux. Mon ex ne se serait jamais comporté comme ça. Il utilise des personnes externes pour te faire sentir inadéquat, pour créer de la jalousie ou de l'insécurité. Ou alors, il va raconter des choses sur toi à d'autres personnes pour créer des alliances contre toi. Il dit à ta famille que tu es difficile, à tes amis que tu es instable. Et progressivement, tu te retrouves isolé parce que tout le monde a une mauvaise image de toi basée sur ce qu'il leur a raconté. Les parents toxiques font ça avec leurs enfants. Ils montent un enfant contre l'autre. Ton frère réussit mieux que toi. Pourquoi tu ne peux pas être comme lui? Et ça crée de la compétition, de la jalousie et de la division. Au travail, un collègue manipulateur va monter les gens les uns contre les autres. Il dit à Manon que Sylvie a dit du mal d'elle. Puis il dit à Sylvie que Manon est furieuse. Il crée des conflits, puis se positionne comme le médiateur, et gagne du pouvoir. La protection, c'est de communiquer directement. Si quelqu'un te dit que X a dit quelque chose sur toi, va parler à X directement. Ne laisse jamais une tierce personne être le seul canal d'information. Voilà, on a fait le tour d'une deuxième vague de techniques de manipulation. L'ancrage, l'effet de halo, le faux prétexte, la culpabilité, le salami slicing, la dissonance cognitive, le strawman, le whataboutism, la triangulation. Et franchement, il existe des dizaines d'autres techniques.
Mais l'essentiel, c'est de comprendre le principe de base. Les manipulateurs exploitent tes biais cognitifs, tes émotions, ton besoin d'être cohérent et d'être aimé. Une fois que tu connais ces mécanismes, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler. Tu reconnais les patterns, tu vois venir les pièges. Alors garde l'œil ouvert, fais confiance à ton instinct et rappelle-toi que tu as le droit de dire non, de poser des questions, de demander des clarifications, de te protéger. Si la vidéo t'a intéressé, pense à mettre un j'aime, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et dis-moi en commentaire quelle technique tu as déjà subie. A plus!